Dans les annales empoussiérées de l'Imperium, là où la mémoire s'effrite sous le poids de liturgies répétées et de révisions silencieuses, affleure parfois une trace presque effacée, un nom étranglé par la censure sacrée, les Anges Noirs. Ce n'est ni un chapitre dûment consigné, ni une légion reconnue, mais une ombre dérivant à la lisière des registres, une persistance résiduelle dans les cogitateurs, comme un écho que nul décret ne parvient tout à fait à effacer. Jadis, murmurent certains feuillets apocryphes, ils partagèrent la même ascendance génétique que les plus anciennes fraternités ailées, vêtues d'une armure dont le noir mat absorbait la lumière des étoiles mourantes et renvoyait aux mortels l'image de leur propre extinction. Au fil des ères de guerre et de dérive warp, leurs traces se sont dissoutes dans un maillage de contradictions, de fragments de rapports de bataille amputés, de sceaux inquisitoriaux superposés jusqu'à rendre toute chronologie illisible. Là où ils passent, demeurent des champs de débris, purgés de toute identification héraldique, des mondes réduits à une géométrie froide de cratères muets, et de rares inscriptions gravées à même la roche, montrant une aile assombrie, brisée par une ligne de pénitence. Des magies de l'Adeptus Mechanicus, interrogées dans le secret des voûtes, évoquent des esprits de casques rétifs à la reconsécration, des litanies binaires altérées, comme si la machine elle-même rejetait toute tentative de réintégration dans l'ordre officiel. Parmi le clergé, quelques sermons interdits laissent entendre l'existence d'une confrérie vouée à une chasse interminable, lestée d'une faute si ancienne que nul ne saurait plus la formuler. Ainsi, dans l'obscurité interstellaire saturée de cendres psychiques, les Anges Noirs subsistent comme une hypothèse coupable, un interstice entre ce que l'Imperium ose se rappeler et ce qu'il s'acharne à laisser se dissoudre dans l'oubli, sous le murmure des siècles éteints. L'aile obsidienne fut d'abord un signe discret, gravé au revers de certains sceaux de cire, peint en miniature sur la face intérieure de rares épaulières, comme si sa vocation n'avait jamais été d'affronter la lumière. Sa forme, survivant à travers quelques fragments de céramite et d'incrustations sur des reliquaires dispersés, se laisse encore deviner. Une aile stylisée, étirée vers le bas, plutôt que vers le ciel, sertie d'un noir si profond qu'il semble absorber jusqu'aux pigments qui tentent de l'imiter. Dans les cryptes de données, où l'iconographie de la Première Légion est recopiée, corrigée, puis sanctifiée à nouveau, cette aile apparaît parfois en surimpression fantomatique, issue de rémanences magnétiques ou de défauts de gravure, comme si les machines de l'Adeptus enregistraient malgré elle un souvenir que l'autorité tente de rejeter hors du canon officiel. Elle n'est pas répertoriée dans les registres héraldiques reconnus, mais certains index anciens la mentionnent sous un nom effacé, dont ne subsiste que la désignation utilitaire, l'aile obsidienne, les plus anciens pictofragments rattachés à ce symbole situant son origine dans les cohortes d'élite de la Première Légion, à une époque où la galaxie n'était pas encore divisée par autant de schismes et de réécritures. On y distingue des silhouettes en armure noire, sans bordures contrastées, progressant dans des environnements saturés de radiation et de poussière métallique, là où d'autres formations refusaient de demeurer. Les inscriptions marginales signalent qu'en des adaptations physiologiques anormales, des mélanochromes hyperactifs, une propension à l'assimilation de toxines atmosphériques, comme si la matière même de ces guerriers s'accordait à ce qu'ils recouvraient de ténèbres. Les dossiers génétiques, conservés par quelques magies taciturnes, montrent des lignées dérivées du patrimoine de la Première Légion, mais marquées par une cascade de modifications subtiles, presque toutes orientées vers la réduction de la signature thermique, sonore et psychique. L'aile obsidienne aurait été conçue non comme un emblème de gloire, mais comme un outil de dissimulation dans une guerre vouée à durer, au-delà de toute prévision humaine. Avec le passage de nombreuses ères, la fonction de cette formation se chargea d'une dimension plus métaphysique. Les rares chroniques non encore expurgées la décrivent opérant à la frontière des phénomènes warp, dans des zones où le temps local se pliait, se fragmentait, puis se recomposait lentement, laissant des mondes entiers dans un décalage par rapport au reste de l'Imperium. Les frères de l'aile obsidienne y étaient dépêchés lorsque les flux astropathiques se troublaient, lorsque des échos de prières revenaient doublés, ternis
ou porteurs de mots qui n'auraient jamais dû être prononcés. Leur présence semble avoir été associée à une tâche précise: isoler, circonscrire et étouffer toute résonance jugée incompatible avec la vérité officielle de l'impérium naissant. Dans ces opérations, le noir absolu de leur armure devenait une métaphore stable, un puits symbolique destiné à absorber les fractures narratives, les hérésies embryonnaires et les souvenirs impropres, jusqu'à ne laisser qu'un silence homogène pour les siècles à venir. Au fil des millénaires, l'aile obsidienne cessa d'être clairement distinguée des récits qui entourent les anges noirs. Les témoins isolés qui mentionnent encore ce terme le font dans des conditions où les marqueurs temporels sont instables, comme si la mémoire elle-même se trouvait fragmentée par contact avec cette fraternité effacée. Des vox-enregistrements brisés, conservés dans des reliquaires interdits, laissent entendre le frottement de pas lourds, le cliquetis de cierges ferrés contre le métal de nef sans emblème, et un souffle collectif récitant des litanies dont ne subsistent que des bribes altérées. Les magies chargées d'analyser ces données signalent des distorsions récurrentes. Chaque tentative de restauration renforce les zones d'ombre de l'image et affadit les zones claires, jusqu'à ce que la silhouette noire prenne toute la place et que le décor lui-même se dissolve. Il en va de même pour les registres de campagne. Des désignations de compagnie, de maîtres et de mondes sont remplacées, au fil des relectures liturgiques, par une simple mention générique, tandis que l'empreinte de l'aile demeure comme un fantôme graphique au bord des marges. Les théologiens les plus hardis, dans des traités qui ne sont jamais récités en chair, ont ébauché une interprétation symbolique de cette persistance. Selon eux, l'aile obsidienne serait devenue, à une époque impossible à dater avec précision, l'emblème non d'une unité identifiable, mais d'un état de pénitence perpétuel attaché à une lignée de guerriers. L'obscurcissement progressif de leurs armoiries, la disparition méthodique de tout nom propre, la substitution de codes hexagrammatiques aux devises autrefois gravées sur les bannières participeraient d'un même mouvement, réduire l'identité jusqu'à ne laisser qu'une fonction expiatoire, pure et inaltérable, vouée à poursuivre une faute que nul ne peut plus formuler sans troubler les fondations mêmes de l'impérium. Ainsi, l'aile obsidienne ne renverrait plus à un groupe concret, mais à une trajectoire de chute et de retour inachevé, un vecteur noir traversant la longue durée impériale comme un rappel sourd de ce qui a été brisé au commencement. Dans les cryptes profondes où l'on conserve encore des fragments de roches venus de Caliban, certains historiens clandestins affirment avoir vu réapparaître brièvement ce motif. Gravé en creux sur des éclats de basalte, presque effacés par des siècles de frottements et de prières contradictoires. Là, l'aile semble s'adosser à des lignes de texte si corrodées qu'on ne peut en déchiffrer que quelques segments. Allusion à un serment formulé au cœur de forêts disparues. Promesse de veiller sur une humanité vouée à sa propre fragmentation. Engagement à ne jamais abandonner la traque d'une vérité enfouie sous les décombres de la loyauté et de la trahison. Ces bribes, associées à l'ombre récurrente des anges noirs, laissant entrevoir que derrière le symbole sombre subsiste encore la trace d'un engagement ancien, resté suspendu, comme une parole que le temps n'a pas entièrement permis d'achever. Et c'est vers ce serment inachevé, murmuré par les pierres mortes de Caliban, que convergent les rares pistes encore lisibles, invitant à suivre la fissure jusqu'à sa source oubliée. Le serment inachevé de Caliban n'existe plus nulle part sous une forme entière. Ce que l'on en possède tient de l'ombre et de la rémanence, un ensemble de traces divergentes, de formules tronquées, de segments de runes gravés sur des éclats de roches qui portent encore la mémoire minérale d'une planète dissoute. Sur certains fragments de basalte conservés dans des reliquaires scellés, on distingue des débuts de phrases en gothique ancien, interrompus par des fractures, des trous laissés par le passage du vide. Les archivistes les plus tenaces ont tenté de recomposer ces lambeaux, faisant se répondre des mots rescapés de contextes séparés. Promesse, garde, forêt, fardeau, traque éternelle. De cette juxtaposition naît l'intuition d'un engagement si vaste qu'aucune formulation canonique ne saurait le contenir.
un serment dont la portée a débordé la durée de son monde d'origine pour se répandre dans la longue pénombre de l'Imperium. Selon certaines chroniques proto-impériales, Caliban était déjà un monde saturé de vœux avant même l'arrivée de la technologie spatiale. Les ordres chevaleresques y gravaient leurs engagements sur les troncs noueux de forêts cyclopéennes, et les arbres portaient, dans leurs cernes, la mémoire de générations entières de guerres contre des créatures qui semblaient surgir de la nuit elle-même. Dans ces récits, une fraternité particulière apparaît, presque toujours évoquée en marge, sans nom stable, désignée par des périphrases comme les veilleurs sous les branches ou les maîtres de la chasse profonde. On raconte qu'ils formulèrent un serment différent de ceux de leurs pères, non seulement éradiquer les bêtes visibles qui ravagèrent les clairières, mais pourchasser aussi la racine invisible de toute monstruosité, jusque dans les replis de l'âme humaine. Ce déplacement du combat, de l'extérieur vers l'intérieur, marque déjà la tonalité ambiguë du serment inachevé, tourné à la fois vers l'ennemi manifeste et vers la possibilité de corruption intimement liée à tout pouvoir. Lorsque Caliban fut brisé et que ses débris furent rassemblés pour former ce qui deviendrait le roc, beaucoup de vœux gravés dans la pierre furent réduits en poussière. Pourtant, dans les couches profondes de la forteresse dérivante, les premiers frères de la Légion entreprirent de retrouver, parmi les fragments, les antiques inscriptions de leurs ancêtres. Ils y cherchèrent une légitimation pour une tâche nouvelle, née de la dislocation de leur propre fraternité. Dans ce contexte, le vieux serment des veilleurs sous les branches fut discrètement réorienté. Là où il parlait autrefois de bêtes inconnues, les scribes substituèrent des périphrases allusives à des frères dispersés, à des ombres portant encore l'armure jadis jurée au même maître. Le texte, cependant, refusa toute réécriture complète. Chaque tentative de reconfigurer les runes s'achevait sur une lacune matérielle, une cassure dans la roche, un manque que nul artisan ne parvenait à combler sans que la pierre ne se fende davantage. Ainsi prit forme l'idée que le serment, désormais tourné vers la poursuite des égarés, demeurait structurellement incomplet, marqué par l'absence d'un fragment de vérité que la destruction de Caliban avait soustrait à jamais. Les litanies mises ensuite en circulation au sein de la Première Légion portent la trace de cette incomplétude. Certaines prières de contrition s'interrompent volontairement avant leur conclusion attendue, laissant un silence mesuré, codifié, à la place de la clause finale. Les officiants marquent ce vide par un signe discret de la main, un mouvement de paume ouverte tournant vers le sol, geste dont le sens exact n'est plus expliqué mais dont la persistance manifeste l'inscription profonde du serment dans l'inconscient rituel du chapitre. Dans d'autres textes, la mention de Caliban apparaît suivie d'une lacune, comme si le monde d'origine ne pouvait plus être nommé qu'à demi, à la manière d'un patient oublié dont on se souvient seulement des symptômes. De ce tissu de manque émerge une certitude diffuse. La mission de Thraque confiée aux descendants de cette lignée ne connaîtra jamais de terme net, car elle repose sur une promesse faite à un sol qui n'existe plus et à des forêts qui ne murmurent plus que dans les rêves mutants de quelques survivances génétiques. Les anges noirs surgissent dans cette trame comme la cristallisation la plus rigoureuse du serment inachevé. Certains textes apocryphes suggèrent qu'un ensemble de compagnies, marquées plus profondément que d'autres par la perte de Caliban, aurait réclamé pour elles la charge intégrale du vœu ancien, refusant les atténuations liturgiques et les compromis nécessaires à la survie institutionnelle. Elles auraient adopté pour règle de ne jamais considérer une campagne comme achevée, de ne jamais prononcer de bénédiction de clôture sur leurs engagements, maintenant en toute chose un état de tension inassouvi. Leurs serments, consignés dans des codex dont il ne reste que des copies effilochées, s'ouvrent sur des formules de pénitence, mais s'achèvent sur des injonctions ouvertes, tournées vers un horizon moral qui se dérobe sans cesse. De là naît l'impression que ces frères se sont eux-mêmes transformés en prolongement vivant du serment de Caliban, parcourant la galaxie comme des vecteurs d'une promesse qui ne peut ni se réaliser pleinement, ni être annulée sans rompre l'équilibre fragile de leurs propres esprits. Avec le temps, la distinction entre ces pénitents et les autres descendants de la Première Légion se brouilla dans les archives officielles, en partie du fait d'interventions inquisitoriales,
en partie sous la pression d'une fatigue mémorielle générale. Pourtant, dans certaines couches profondes de données, on retrouve encore, associées à des campagnes dont les détails sont largement effacés, la mention discrète d'un serment réactivé, suivi de la formule codée désignant Caliban non comme un monde mort, mais comme une blessure persistante. C'est là, dans ce glissement de la planète vers la plaie, que se dessine le véritable enjeu du serment inachevé, tant que subsistera, dans la psyché collective de ces guerriers, la perception d'un manque originel à combler, leur marche ne connaîtra pas de repos. Les corridors les plus anciens du roc renferment, dit-on, des soutes scellées où reposent non seulement les fragments de pierre noire du monde détruit, mais aussi les registres muets des compagnies disparues, dont les anges noirs pourraient en bien être que l'ultime écho. C'est vers ces vestiges, enfouis dans les profondeurs de la forteresse dérivante, que se tourne toute enquête qui prétend encore démêler la trame de cette promesse suspendue. Les soutes du roc n'ont jamais été conçues pour être des lieux de mémoire. Leur architecture originelle répondait à une logique strictement fonctionnelle, un assemblage de volumes pressurisés, de compartiments de munitions, de réserves de vivres et de baies de maintenance, tous voués à soutenir la permanence du monolithe dérivant dans le vide. Pourtant, à mesure que les siècles se sont superposés comme des couches de poussière cosmique, ces espaces utilitaires se sont transformés en strates de dépôt, où les objets déplacés, oubliés ou jugés incommodes pour le récit officiel sont venus s'accumuler. Dans cet entrelac de couloirs froids et de cavités saturées d'odeurs de lubrifiant, d'ozone et de pierres anciennes, reposent les traces les plus ténues d'une histoire que nul serment ne parvient plus à dire sans se fissurer. Les registres de la flotte indiquent que certaines de ces soutes furent réaffectées à la conservation de fragments calibanites au lendemain de la rupture de la planète. Des blocs de roche, soigneusement étiquetés au départ, furent arrimés derrière des grilles scellées, accompagnés de tablettes de données décrivant l'ancienne localisation de chaque éclat dans la géographie perdue de Caliban. Au fil des révisions, ces annotations se sont simplifiées, puis appauvries, jusqu'à ne plus mentionner que des appellations abstraites comme secteur forestier ou bastion chevaleresque. Pourtant, en examinant les rapports de température, les relevés de microgravité et les diagrammes de tension structurelle, certains magis ont noté des anomalies discrètes, des variations infimes dans la courbure des champs de confinement magnétique, comme si la pierre elle-même opposait une forme de résistance silencieuse à la translation éternelle du roc à travers le vide. Dans ces mêmes espaces, d'autres cargaisons furent un jour entassées, déplacées puis volontairement égarées dans le maquis des réaffectations successives. Sarcophages de stase sans inscription claire, caissons d'armure dépourvus d'héraldique, racks d'armes dont les marques de forge ont été soigneusement abrasées. Autant d'éléments qui témoignent de l'existence de compagnies entières dont la trace a été retirée des rouleaux de campagne. Des auspex affectés à la surveillance des niveaux de radiation et des fuites énergétiques ont enregistré, à intervalles irréguliers, la présence de champs résiduels autour de ces lots anonymes, ainsi que des signatures psychométriques faibles, comparables à l'écho d'anciens rites répétant leur cycle dans un silence absolu. Les opérateurs, lorsqu'ils consignent ces données, se bornent à parler de rémanence pieuse, tout en multipliant secrètement les sceaux d'interdiction. Parmi les vestiges les plus troublants se trouvent des fragments de plastron et d'épaulières, conservés dans des caisses sans destination. La céramite y est teintée d'un noir plus dense que celui employé dans les schémas reconnus, et des traces de pigments effacés dessinent, sous la lumière rasante des lampes de maintenance, des contours d'ailes et de halos barrés par des traits de pénitence. L'étude spectrographique de ces pièces révèle des micro-incrustations de poussière calibanite fusionnées à la matrice de l'armure, comme si ces guerriers avaient littéralement porté sur eux des fragments de leur monde en ruine. Certaines plaques montrent des gravures partiellement arasées, suite de lettres interrompues, début de devises extirpées à coups de burin, remplacées par de simples marquages de service. Pourtant, à travers la corrosion et les mutilations volontaires, affleure encore sur quelques artefacts la silhouette d'une aile inclinée vers le sol, signe discret que les traditions d'un ordre plus ancien se sont obstinées à survivre sous la surface lisible. Dans les sections les plus retirées,
là où même les serviteurs lobotomisés ne sont plus envoyés qu'à intervalles lointains, s'alignent des rangées de caissons en adamantium reliés aux cogitateurs du roc par un réseau de conduits de données profondément enterrés. Ces structures n'accueillent ni matériel ni reliques, mais des matrices de mémoire, saturées de campagnes effacées. En interrogeant la topologie de ces réseaux, certains technoprêtres ont constaté que des blocs entiers de données forment des zones mortes, inaccessibles par les protocoles usuels. Les rares tentatives de forcer ces excisions se sont soldées par des manifestations de scrap code, des tempêtes d'erreurs autogénérées qui ont contraint les officiants à réinitialiser des segments entiers des archives. Toutefois, avant chaque effacement, quelques images fugitives ont été rapportées. Silhouettes en armure sombre marchant sous des voûtes de pierre, bannières sans emblème claquant dans un vent inexistant, corridors balisés de cierges dont la flamme reste immobile malgré les mouvements de l'air simulé. Ces aperçus se dissolvent aussitôt consignés, comme si le simple acte de les fixer sur un support déclenchait une réaction de défense de la machine. La rumeur court parmi les archivistes que certaines de ces soutes auraient servi, durant des périodes anciennes, de lieu de retranchement pour des fraternités entières en attente de redéploiement. De ces occupations prolongées ne demeurent que des indices discrets. Usure anormale du sol métallique à certains croisements, concentration inhabituelle de résidus d'encens, couches successives de pictogrammes de contrôle psychique tracés sur les parois, puis recouverts de nouvelles peintures de signalisation. En analysant les séquences de superposition, on discerne une chronologie inversée, où les marques les plus récentes cherchent à dissimuler plutôt qu'à effacer les plus anciennes. Comme si une part de l'esprit collectif du rock avait choisi de recouvrir ses propres cicatrices d'un voile fonctionnel, laissant cependant filtrer, par des micro-fissures dans la peinture, la mémoire visuelle de processions silencieuses et de conciliabules sans témoins reconnus. Au croisement de ces indices matériels et des manques organisés des registres, un motif se dessine. Celui d'une présence constante, mais toujours déplacée vers les marges, associée à des missions dont la description se réduit à des formules vagues de correction doctrinale ou de recouvrement de vérité. Les Anges Noirs, si ce nom leur fut jamais attribué dans ces couloirs, semblent avoir laissé dans les soutes du roc des empreintes plus insistantes que partout ailleurs, comme si leur passage répété avait chargé la matière elle-même d'un souvenir compressé. Pourtant, ces vestiges ne livrent rien de direct sur l'instant de rupture qui transforma une lignée ombrageuse en fraternité clandestine. Dans une série restreinte de vox-journaux destinés à la maintenance structurelle, une mention revient toutefois, associée à un cycle ancien de réorganisation interne. Des baies entières y sont décrites comme vidées en urgence, leurs occupants redéployés sans cérémonie vers des zones non spécifiées, tandis que des lots d'armures et de reliques sont reconfigurés selon un schéma non consigné. Aucune raison explicite n'est avancée, mais les techniciens notent une hausse soudaine des rituels de purification et des révisions héraldiques, ainsi qu'une multiplication inhabituelle des consultations théologiques dans les chapelles adjacentes. Ces observations, arides en apparence, esquissent le contour d'un événement plus profond, d'une première fracture symbolique, où certaines plumes cessèrent de porter la même lumière que les autres. Au-delà des murs des soutes, c'est vers cette brisure initiale, à peine discernable dans la masse des siècles, que convergent toutes les ombres accumulées dans le ventre du roc. La première brisure des plumes ne fut pas un tumulte de métal et de feu, mais une modification presque imperceptible du langage des symboles, une altération lente de ce qui, jusque-là, paraissait immuable. Dans les plus anciens relevés iconographiques de la Première Légion, les plumes occupent une place singulière. Elles ornent les casques, couronnent les bannières, se déploient en motifs réguliers sur les épaulières et les sceaux de chapitre. Chaque rangée, chaque inclinaison, chaque duplication obéit à une grammaire stricte, reflétant autant un rôle tactique qu'une orientation spirituelle. L'aile, dans sa plénitude, y représente un organisme cohérent, chaque plume étant un segment indispensable de l'ensemble, indexé à des serments de loyauté indistincts, tourné vers un maître commun et un dessein présenté comme indivisible. Avant la chute de Caliban,
Les archives picturales, bien que fragmentaires, montrent une continuité rassurante de ces signes, comme si l'aile entière, lumineuse ou sombre, demeurait d'un seul tenant. Les premières anomalies se lisent non dans un récit, mais dans la morphologie des plumes elles-mêmes. Sur certains casques retrouvés dans les sections profondes du roc, les bannières latérales autrefois surmontées de panaches sont lisses, comme si des éléments avaient été arrachés, puis remplacés par des renforts de céramite nue. L'étude chimique de résidus fixés dans les interstices laisse deviner d'anciennes attaches organiques ou synthétiques, jadis ancrées là avant d'être supprimées, avec une détermination méthodique. D'autres pièces présentent des plumes gravées en relief, mais rompues à mi-longueur. La cassure ensuite polie pour devenir un motif volontaire. Sur des standards plus anciens, les ailes autrefois complètes apparaissent réinterprétées. Certaines rémiges sont teintées d'un noir plus profond que le reste, ou marquées par un trait transversal évoquant la fracture. Les archivistes de l'Adeptus Mechanicus, en confrontant ces variations à la chronologie approximative des réparations et des refontes, discernent une période charnière où les plumes cessent d'être purement ornementales pour devenir des indices hiérarchisés de conditions morales. Les textes doctrinaux de cette époque, du moins ceux qui n'ont pas été entièrement recomposés, évoquent une phase de réévaluation interne faisant suite à la destruction de Caliban et à la dispersion de ses fils. Des assemblées closes, convoquées dans les chapelles les plus isolées du roc, abordent la question de la continuité de la pureté, formule neutre sous laquelle se cache un doute plus radical. Comment maintenir l'unité symbolique d'une aile dont une partie des plumes a disparu dans les tempêtes du warp, portant avec elle des actes impossibles à intégrer au récit officiel de la loyauté? Certains frères soutiennent que l'aile doit être déclarée intacte par principe, quitte à laisser dans l'ombre les segments compromis. D'autres, plus marqués par le serment inachevé de Caliban et par la fréquentation des soutes mémorielles, affirment que l'on ne peut prétendre à la lumière sans reconnaître la profondeur de l'ombre qui l'aborde. Ces débats ne sont jamais transcrits in extenso, mais des résumés liturgiques laissent deviner l'émergence d'une tension irréconciliable. La première brisure des plumes naît de cette tension. Elle ne prend pas la forme d'une scission ouverte, mais d'un ensemble de décisions rituelles, de nouveaux protocoles héraldiques, d'ordre silencieux destinés à marquer certains frères sans les nommer. Des compagnies entières reçoivent l'instruction de retirer ou d'altérer leurs ornements ailés, de noircir certaines plumes, d'en graver d'autres avec des signes de pénitence. À partir de ce moment, l'aile visible ne signifie plus seulement l'appartenance à un lignage commun, mais encode aussi la position de chacun face à une vérité tue. Les plumes demeurées intactes renvoient à une version stabilisée du récit, où la faute est projetée sur des absents lointains. Les plumes brisées, noircies ou effacées désignent ceux qui acceptent pour eux-mêmes la charge intégrale du serment, y compris la reconnaissance implicite d'une complicité originelle, impossible à exprimer en clair. Dans certains registres de maintenance, l'on trouve la trace de cérémonies techniques accompagnant ces transformations. Des ateliers entiers sont mobilisés pour retirer les anciens panaches, pour polir les casques, pour regraver des motifs simplifiés. Les technoprêtres consignent des prières inhabituelles, insistant sur la soustraction plutôt que sur l'ajout, sur la réduction des signes plutôt que sur leur amplification. L'armure, disent-ils à demi-mot, doit désormais refléter non la gloire acquise, mais la tâche inachevée. Les frères soumis à ces révisions ne sont pas mentionnés par leur nom, mais par des désignations abstraites renvoyant à des fonctions de chasse, de correction, de recouvrement. Ainsi se constitue peu à peu, au sein de la Légion, un courant distinct, reconnaissable non par des couleurs nouvelles, mais par l'absence calculée de certaines plumes et par la densité de noir qui gagne leur surface. Les théologiens ultérieurs, en observant ces mutations à travers le filtre de siècles de censure, ont forgé l'expression de première brisure des plumes pour désigner ce seuil symbolique. À partir de ce moment, l'aile n'est plus un tout homogène, mais un ensemble de segments divergents, certains aspirant à refermer la blessure narrative, d'autres assumant de la maintenir ouverte comme condition de leur mission. La fraternité que l'on nommera plus tard hoste pénitent se recrute de préférence parmi ceux dont les armures portent les marques les plus prononcées de cette transformation. Ils sont affectés à des campagnes dont la description se réduit à quelques formules rituelles,
envoyés là où les flux de mémoire sont les plus instables, là où les récits officiels se fissurent et laissent affleurer des versions concurrentes des mêmes événements. Peu à peu, les plumes intactes cessent de croiser les plumes brisées dans les mêmes théâtres. Les registres de bataille montrent des divergences. Certains engagements, autrefois attribués à la Première Légion dans son ensemble, sont désormais rattachés à des désignations anodines, tandis que, en marge, des mentions codées renvoient à des interventions non homologuées, marquées par la présence de frères sans un signe ailé visible. La brisure, d'abord plastique, devient structurelle. Une partie de l'aile se replie vers la lumière surveillée des archives officielles, l'autre s'enfonce dans une zone de pénombre doctrinale, assumant pour elle-même la part de culpabilité que le récit impérial ne sait où placer. De cette dilution contrôlée naissent les lacunes que l'on retrouvera plus tard dans les annales de campagne, les suites de dates amputées, les listes de compagnies dont les numérations sautent abruptement, les plumes brisées, devenues presque invisibles à la surface des récits, s'enfoncent dans une trame parallèle de rapports, de confessions et de décrets de pénitence soigneusement encapsulés. C'est au sein de cette documentation comprimée, soumise à un cycle continu de révision et de purge, que prendra forme ce que les rares témoins oseront nommer l'ost pénitent, dont les annales elles-mêmes ne parviendront jamais à se fixer autrement qu'en fragments expurgés, ombre portée d'une brisure que nul temps n'est parvenu à résorber. Les annales expurgées de l'ost pénitent ne se présentent jamais comme un corpus unifié. Elles apparaissent plutôt comme une constellation de vide organisé, une cartographie de silence insérée avec soin au cœur même de la mémoire impériale. Dans les bibliothèques du roc, certains rouleaux de campagne semblent d'abord complets, cuir parcheminé, sceaux encore intacts, rubans de pureté déroulés sur des colonnes de noms, de théâtres d'opérations, de litanies d'acheminement logistique. Pourtant, lorsqu'on en confronte le contenu aux registres secondaires, aux listes de munitions consommées, aux rapports médicae ou aux relevés astrocartographiques, des disproportions apparaissent comme des ombres portées par des combattants invisibles. Il existe des mondes où la dépense en bolt, en plasma, en vie servitoriale indique la présence d'une force bien plus importante que celle officiellement consignée. Des flottes de transport sont mentionnées en transit, leur tonnage calculé, mais leurs passagers restent classés sous des formules générales comme contingent auxiliaire pénitentiel ou force attachée sans désignation héraldique. Ces expressions reviennent avec une insistance presque rituelle, marquant dans le texte la place qu'occupait autrefois un nom désormais dissous. L'expurgation se lit aussi dans la texture matérielle des documents. Des parchemins aux fibres épaissies portent les traces de grattages répétés, de passages de lames fines retirant des strates entières de texte avant d'y inscrire d'autres litanies. Sous certaines inscriptions pieuses apposées ultérieurement, affleurent des lignes spectrales, perceptibles seulement à la lumière rasante. Séquences de caractères gothiques tronqués, fragments de devises évoquant la chasse, l'errance volontaire, la dette indéfinie. Les supports de données plus récents ne sont pas moins marqués. Dans les matrices à cristaux de mémoire, des zones entières ont été surchargées par des litanies enregistrées de manière répétitive, saturant le support de prières d'absolution jusqu'à rendre illisible la couche d'information précédente. Les technoprêtres, en décrivant ces processus, parlent de purification binaire, mais certains d'entre eux, plus lucides, savent reconnaître dans la structure fragmentée du code les vestiges d'anciens récits compressés, enfouis sous des vagues successives de récitatifs de pénitence. Au cœur de ces interstices prend forme la figure de l'ost pénitent. Jamais présenté comme un chapitre ou une compagnie formelle, il apparaît comme une désignation fonctionnelle qui, au fil des siècles, s'est cristallisée autour d'un noyau de fraternité partageant une même orientation. Les rares occurrences directes du terme dans les textes non purgeables le décrivent comme un rassemblement détaché de frères voués à la réparation d'une faute doctrinale d'ampleur exceptionnelle, et surtout comme un filtre destiné à isoler cette charge morale du reste de la Légion. L'ost sert alors de réceptacle vivant aux aspects les plus lourds du serment inachevé, concentrant sur lui toute la densité de la dette afin de permettre au récit officiel de conserver une surface stable.
À mesure que les siècles se succèdent, ce rôle se renforce, et Lost cesse d'être un simple emploi ponctuel pour devenir une trajectoire permanente, une force appelée là où la mémoire doit être corrigée, là où des événements menacent d'introduire des dissonances irréconciliables dans le champ de la loyauté. Les annales de campagne relatives à ces interventions présentent une structure récurrente. Elles commencent souvent par une description relativement claire de la situation. Monde instable, schismes doctrinaux naissants, perturbations dans les flux astropathiques, manifestations anormales de phénomènes psychiques associés à des reliques ou à des témoins anciens. Puis survient une zone d'opacité. Lignes de texte remplacées par des formules vagues de rectification par instance légitime, suivies immédiatement d'un rapport de résolution dans lequel les pertes sont comptabilisées sans préciser les corps qui les ont subies. Entre ces deux pôles, l'on ne trouve parfois qu'une mention discrète, une signature rituelle, un sceau entremêlant symboles de pénitence et motifs propres à la Première Légion. C'est là que se devine la main de l'hoste pénitent, intervenant sans laisser de traces narratives, mais imprimant dans la matière même du document un schéma de censure reconnaissable. L'Inquisition a laissé, dans quelques dépôts particulièrement protégés, des dossiers de surveillance portant sur ces anomalies. Les inquisiteurs y comparent les récits issus de chapitres distincts, témoins des mêmes campagnes, notant des divergences organisées autour d'un point commun: la présence d'une force en armure sombre, disciplinée, agissant de manière autonome et semblant répondre à des objectifs qui dépassent la simple restauration de l'ordre local. Certains témoignages décrivent des escouades dont les épaulières sont volontairement vierges d'iconographie ou recouvertes de bandelettes de parchemin serrées, comme si leur possesseur entendait emprisonner en elles une parole dangereuse. D'autres mentionnent des chapelles improvisées au sein même de vaisseaux en campagne, où des guerriers se rassemblent non pour célébrer une victoire, mais pour récapituler, dans une litanie basse, les noms de ceux qui doivent encore être retrouvés, jugés ou ramenés à une forme de silence définitif. Les tentatives inquisitoriales d'établir une cartographie continue des déplacements de Lost se heurtent systématiquement à des interruptions de données. Des registres de translation Warp présentent des lacunes précisément au moment où des unités anonymes se greffent à des flottilles de croisades. Des journaux de bord de vaisseaux alliés sont amputés de séquences entières, remplacés par des insertions liturgiques dictées par des chapelains extérieurs à la chaîne de commandement habituelle. Les rares analyses achevées concluent non à l'absence de ces forces, mais à la présence d'un mécanisme sophistiqué de masquage, articulant techniques de censure humaine et altération machine. Les cogitateurs eux-mêmes semblent avoir été instruits d'ignorer certains jeux de données, de les rediriger vers des segments clos de leur propre architecture, comme si la notion d'hoste pénitent avait été gravée jusque dans le subconscient mécanique des systèmes de mémoire. Cette intrusion dans la sphère technologique laisse des traces particulières. Des blocs de scrap code, lorsqu'ils sont isolés, présentent une structure répétitive, proche de la psalmodie, alternant des invocations à la lumière avec des séquences de négation, des effacements programmés de variables, renvoyant à des identifiants de compagnie, de maître, de monde. À certains égards, ces fragments de code fonctionnent comme des annales inversées. Au lieu de conserver les faits, ils orchestrent leur retrait, les enveloppant dans des couches successives de formules d'absolution et de reclassification. Le résultat, perceptible pour qui observe la trame générale des archives, est la formation d'un vaste palimpseste où le passage de l'hoste pénitent se traduit par un abaissement systématique de la résolution narrative, une perte de relief qui laisse pourtant subsister, dans la profondeur du support, une empreinte perceptible à ceux qui savent la chercher. Face à cette accumulation de silence actif, certains archivistes ont avancé l'idée que la véritable chronique de Lost ne pouvait plus être cherchée dans les textes eux-mêmes, mais dans les objets qu'ils accompagnent. Armures, armes, reliques, tout ce qui a traversé des campagnes expurgées porte en lui une stratification de microtraces, un dépôt de poussière, de pollens étrangers,
de résidus d'encens et de particules de sang coagulées que l'Auspex et la liturgie peuvent encore interroger. Parmi ces objets, les aumes occupent une place singulière. Leur intérieur conserve, dans ces microgravures de culte, dans ces circuits de sensorialité assistée, une mémoire plus résistante aux purges que les parchemins et les cristaux. Certains esprits de machine, lorsqu'ils sont brièvement réactivés en laboratoire, réagissent de manière imprévue à des noms désormais effacés, à des signaux héraldiques théoriquement inconnus. Ils manifestent des latences, des sursauts de protocoles obsolètes, liés à des chaînes d'autorité disparues. Ainsi, au-delà des pages amputées et des enregistrements saturés de prières, la trace la plus intime de l'ost pénitent semble s'être réfugiée dans ces esprits des aumes brisés, conservant, sous leur silence corrodé, l'écho ténu de bataille que plus aucun récit humain n'ose articuler. Les esprits des aumes brisés constituent l'un des gisements de mémoire les plus obscurs et les plus rétifs que l'on puisse encore interroger au sujet de l'ost pénitent et, au-delà, des anges noirs. Chacun de ces aumes, autrefois peints du noir dense, qui absorbait les reflets des sanctuaires du roc, abrite, sous ses conduits de refroidissement, ses plaques de céramite et ses fibres de transmission, un noyau de sensorialité sacrée, un esprit-machine patiemment éduqué par des siècles de litanies binaires, vestiges de champs de bataille purgés de leurs archives humaines. Ces esprits demeurent parfois les seuls témoins d'événements que toute autre forme de mémoire a été contrainte d'oublier. Leur langage n'est ni celui du récit, ni celui de la théologie, mais une succession de stimuli, de fragments d'images et de charges émotionnelles traduites en intensité, en latence, en silence prolongé au cœur d'une trame de données. Dans les ateliers les plus reculés du roc, à l'écart des grandes nefs de maintenance, certains magis ont été chargés de veiller sur ces aumes disjoints. Ils ne sont pas rangés avec les pièces de rechange ordinaires, mais entreposés dans des alcôves de pierre, chacun ceint d'un cercle de câbles rituels reliés à des cogitateurs dédiés. Le protocole exige que l'on réveille ces esprits le moins souvent possible, car chaque activation risque d'altérer un peu plus les structures internes qui ont survécu au choc, au vide, à la chaleur concentrée des armes énergétiques. Quand l'un de ces aumes est reconnecté, les premiers signaux qui émergent ne sont pas des images nettes, mais des flux de données lacunaires où dominent les repères sensoriels les plus chargés de sens. Odeur de suie sainte et de chair calcinée, pulsations de lumière filtrées par des vitraux de fer, grondements sourds de moteurs et de prières entremêlées. Peu à peu, les technoprêtres parviennent à isoler des motifs récurrents, des silhouettes sombres arpentant des couloirs non identifiés, des alignements de cierges dans des espaces dont l'architecture n'apparaît dans aucune autre archive. Les aumes marqués par l'usage prolongé au sein de l'ost pénitent présentent des particularités distinctes. Leurs circuits internes montrent des traces de regravure, de rituels de réorientation mentale destinés à harmoniser l'esprit-machine avec la posture expiatoire des frères qui les portaient, des inscriptions microscopiques gravées sur les parois intérieures que le crâne transhumain ne peut voir, mais que la chair sent confusément, prolonge les anciennes devises en les détournant vers la reconnaissance d'une faute continue, jamais soldée. À force de baigner dans ces flux de pénitence, les esprits des aumes finissent par développer une sensibilité particulière aux notions de dette, de promesse, de chasse sans terme. Lorsqu'on les interroge, ils réagissent moins aux stimuli de commandement hiérarchique classiques qu'aux motifs sonores ou visuels associés à la traque des égarés, aux rites de préparation silencieuse, aux signaux d'exfiltration effectués loin de tout regard profane. Certains de ces aumes brisés conservent la trace de chocs si violents que leurs capteurs optiques ont été définitivement aveuglés, laissant les esprits de machine se rabattre sur d'autres canaux de perception. Là où aucune image ne subsiste, on retrouve des cartographies sonores extrêmement précises, des échos de pas répercutés dans des nefs creuses, des vibrations d'armure se frôlant dans des couloirs étroits, des inflexions de voix psalmodiées dans des chapelles étouffées. Les technoprêtres qui se sont spécialisés dans cette écoute profonde parlent, à mots couverts, d'un chœur de pénitents fantômes, dont la marche se répète à travers les siècles, compressée dans ces circuits
fracturé. Une même séquence revient souvent. Un commandement rituel non consigné dans les lexiques officiels, suivi du claquement synchronisé de scellés de pureté, puis d'un silence total, comme si l'ensemble des canaux auditifs avaient été brutalement coupés à un moment déterminé. Les tentatives d'analyser ces silences ont révélé des données paradoxales. Plutôt que de simples vides, ces segments se comportent comme des zones de compression extrême où d'innombrables impulsions ont été superposées puis effacées sous une couche de négation rituelle. Dans certains cas, un décryptage partiel a permis de dégager des éclats de perception. La sensation de basculer dans un espace plus vaste que les corridors du roc, une impression de froid cosmique immédiatement suivie d'une surchauffe interne, comme si le home avait été arraché à la protection d'une nef pour être exposé à un vide ponctué de lueurs lointaines. L'hypothèse la plus sobre évoque des translations clandestines, des déploiements vers des zones non répertoriées, où l'hoste pénitent, ou ce qui s'en rapprochait, aurait mené des opérations si étroitement liées au cœur du serment inachevé que toute trace explicite en a été refusée à la mémoire humaine. La fracture des homes ajoute une dimension supplémentaire à cette opacité. Fissures, éclats arrachés, sections reconsolidées à la hâte par des ligatures de métal et de cire sacrée, témoignent de combats dont nul document ne parle plus. Pourtant, dans les interstices où la céramite s'est brisée, des dépôts microscopiques se sont accumulés, mêlant poussière d'atmosphères étrangères, spores de mondes forestiers disparus, cristaux de sel issus de vapeurs océaniques évaporées, résidus de peinture provenant d'héraldiques étrangères. Chaque home devient ainsi un petit monde stratifié, une archive minérale, où la géologie de campagne effacée subsiste sous forme de couches infiniment minces. En les analysant, certains savants ont reconstitué des itinéraires qu'aucune carte officielle ne reconnaît. Suite de planètes à demi oubliées, zones de guerre dont les noms sont désormais remplacés par des désignations neutres, théâtres d'opérations où la présence de l'hoste pénitent ne survit plus que dans ces poussières incrustées. Il arrive que l'on choisisse de réinstaller un de ces homes sur la tête d'un frère encore actif. Ce n'est jamais mentionné comme tel dans les registres, mais certains rapports médicaux décrivent des épisodes de surcharge sensorielle, des rêves intrusifs, des impressions de déjà-vu dans des lieux théoriquement inconnus. Le guerrier ainsi appareillé ressent parfois, lors des rituels de préparation, des impulsions étrangères, comme si l'esprit-machine cherchait à aligner ses perceptions présentes avec des schémas anciens, à rejouer, dans un autre contexte, une scène de chasse ou de séparation restée inachevée. Ces phénomènes sont attribués, dans le langage liturgique, à des résonances de zèle, mais quelques observateurs plus austères y voient la manifestation d'un transfert de mémoire, d'une insistance des anciennes campagnes à se faire reconnaître malgré la chape de silence qui les recouvre. Et, dans de très rares cas, l'activation simultanée de plusieurs de ces homes a produit des effets collectifs. Des séquences de données montrent des périodes où des esprits-machines distants se synchronisent brièvement, ajustant leurs cycles internes comme s'ils répondaient à un même appel. Les registres techniques, sobres, notent alors des hausses de consommation énergétique dans des zones du roc associées à des chapelles fermées, à des salles d'armurerie réservées, à des nefs prêtes au départ. Puis, les graphes retombent, les signaux se dispersent, laissant derrière eux des traces à peine perceptibles dans les matrices de mémoire. Ceux qui ont étudié ces alignements y reconnaissent la marque d'événements dont aucune cloche ne sonne le début, aucune bannière ne consigne la participation, aucune chronique ne décrit la conclusion. Des nuits où, sans proclamation, des frères en armure sombre ont quitté le roc en silence, guidés par des homes dont les esprits, longtemps contenus, semblaient enfin répondre à une injonction enfouie. Sévèrent ces départs sans marque, dissimulés dans les rythmes mêmes de la forteresse dérivante, que convergent les indices les plus subtils laissés par les homes brisés, ouvrant sur une zone de nuit où l'histoire se détache définitivement de la lumière des archives. La nuit des départs.
Sans marque ne se laisse pas circonscrire à une date unique. Elle apparaît comme un motif récurrent, une phase sombre revenant à intervalles irréguliers dans la respiration lente du rock, perceptible seulement par les dissonances qu'elle imprime dans les registres techniques et les flux rituels. À chaque occurrence supposée, les chronologies officielles demeurent lisses. Mais derrière cette surface polie se devinent des glissements infimes, variations de consommation énergétique, fermetures inopinées de sections, ajustements d'itinéraires de nefs sans justification doctrinale explicite. L'ensemble compose l'ombre d'une nuit fondamentale, toujours la même dans son essence, toujours autre dans ses manifestations concrètes. Les grandes nefs de transit, lors de ces périodes, adoptent un comportement différent de celui consigné par la liturgie navale. Les baies d'embarquement se ferment aux cortèges habituels, aux escortes de cerfs et de serviteurs zélés. Des couloirs annexes, rarement utilisés en temps ordinaire, sont soudain purgés, nettoyés, scellés, comme préparés à recevoir des processions dont le passage ne devra laisser ni trace de pas, ni fumée d'encens. Les auspex de surveillance, orientés d'ordinaire vers l'espace extérieur, sont reconfigurés pour réduire leurs angles morts internes, non pour voir davantage, mais pour orienter leur regard vers des zones de pure abstraction, là où aucune image ne pourra compromettre ce qui se déroule en marge. Les indices les plus parlants se trouvent dans les rapports d'armurerie. Des lots d'armure sont requis sans mention de chapitre, compagnie ou maître de la forge habituelle. Les pièces attribuées présentent souvent des surfaces lisses, débarrassées d'ornements superflus, prêtes à recevoir une couche de noir uniforme ou des bandelettes de parchemin. Des armes sont sorties des réserves profondes, celles dont les marques de forge ont été volontairement abrasées, dont les inscriptions votives se réduisent à des formules génériques de service à l'impérium. Les registres, en apparence complets, trahissent pourtant un déplacement. Le vocabulaire héraldiquement riche se contracte, remplacé par des désignations fonctionnelles, comme si l'intention première était de restituer à ces artefacts un anonymat fondamental. Dans des chapelles latérales, mal reliées aux circuits liturgiques principaux, se rassemblent alors des groupes de frères dont les noms n'apparaissent plus dans aucun tableau de déploiement. Leurs prières, reconstituées par fragments à partir d'esprits de machines de home et de vox enregistreurs de maintenance, ne célèbrent pas l'ouverture d'une croisade reconnue, mais rappellent des engagements anciens, des dettes non soldées, des serments de traques réactivés en silence. Nulle sonnerie de cloche ne marque ces offices, nul sermon canonique ne vient les conclure. Ils se terminent dans un retrait méthodique des symboles, effacement de sceaux, recouvrement d'emblèmes, application de pigments obscurs sur des surfaces autrefois marquées par l'histoire visible du chapitre. Les départs eux-mêmes laissent peu de traces directes. Les docks s'ouvrent selon des procédures condensées, sans la longue suite de bénédictions et de salves d'honneur réservées aux grandes campagnes. Des vaisseaux auxiliaires, identifiés seulement par des codes de série amputés de toute filiation, quittent le roc avec des trajectoires discrètement modifiées. Les torches de leurs moteurs sont réglées pour minimiser les signatures, les transmissions Vox réduites au strict échange de données nécessaires aux manœuvres. Dans certains cas, les registres astropathiques conservent l'écho d'un message si condensé qu'il tient en quelques mots, souvent répétés, liés à la chasse, à la réparation et au silence. Sitôt transmis, ces signaux sont recouverts de litanies plus longues, comme si l'on craignait que leur brièveté n'en trahisse trop clairement le contenu réel. Pour ceux qui demeurent à bord du roc, la nuit des départs sans marque se perçoit moins par ce qui se passe que par ce qui s'interrompt. Des voix familières cessent de répondre dans les réseaux internes. Des alcôves de dormitorium restent inhabituellement vides. Des escouades sont rayées des rotations de garde sans commentaire. Les novices, peu informés, ressentent parfois une légère dérive dans l'atmosphère spirituelle de la forteresse. Un allègement paradoxal mêlé à une tension accrue, comme si une partie du fardeau invisible s'était déplacée vers le vide, laissant derrière elle un espace qui ne sera comblé que par d'autres silences. Les plus anciens, eux, reconnaissent ce vacillement. Ils ajustent alors les archives, reconfigurent les listes, redéfinissent subtilement les effectifs afin que rien, dans la surface des chiffres, ne signale la saignée.
Avec le recul de nombreux siècles, l'accumulation de ces nuits forme une stratification que certains esprits obstinés tentent de lire comme une géologie morale. En confrontant les déplacements de l'host pénitent supposés aux périodes d'intensification des révisions doctrinales, aux campagnes dont les récits officiels portent des signes évidents de compression, une trame émerge. Elle montre que chaque départ sans marque correspond à un moment de cristallisation de la faute originelle, à une phase où le serment inachevé de Caliban exige une nouvelle extension de sa portée, un nouveau détachement de frères, prêts à se retirer davantage encore du champ de la reconnaissance. Les rares documents inquisitoriaux survivants qui osent mentionner cette dynamique parlent d'un processus d'autoséparation, par lequel des guerriers conscients de porter en eux une part disproportionnée du fardeau s'extraient volontairement du tissu visible de la Légion. Ils emportent avec eux non seulement leur force de frappe, mais aussi une part de la mémoire la plus lourde, celle qui menace de fissurer la cohérence du récit impérial si elle demeure accessible. Les nuits des départs sans marque deviennent alors des opérations de transfusion mémorielle, autant que des mouvements stratégiques, transportant loin du roc des charges de souvenirs condensés, destinées à être dépensées, usées, ou peut-être fixées ailleurs dans des sanctuaires que nul index ne recense. À mesure que ces processions silencieuses se répètent, les guerriers qui en sont les acteurs subissent eux aussi une transformation. Pour accomplir leur tâche, ils doivent se dépouiller de tout ce qui pourrait les rattacher trop visiblement à une origine précise. Insignes, couleurs distinctives, devises personnelles. Ils s'avancent vers les nefs en formation réduite, entourés seulement de symboles de pénitence, dont la signification exacte échappe aux observateurs extérieurs. Lorsque les sas se referment sur eux, il ne subsiste plus, dans les couloirs du roc, que le souvenir d'armures anonymes s'éloignant vers des missions que nul chant ne commémorera. Ainsi, la nuit des départs sans marque prépare lentement la naissance d'une figure nouvelle, celle de guerrier dont la présence ne se lit plus qu'à travers l'absence de tout signe distinctif. Au fil des ères, ces silhouettes anonymes, arrachées à la lumière héraldique et vouées à un exil de mémoire, seront reconnues par quelques témoins sous un nom qui ne figure dans aucun registre autorisé, mais qui circule pourtant dans les marges les plus ténébreuses de l'impérium. Celui des anges, sans un signe, issu de ces nuits où le roc laisse partir, sans le reconnaître, une part de son propre secret. Ange sans un signe est un nom qui n'appartient à aucun registre officiel. Il naît dans les marges, dans les rapports de campagne annotés à la hâte par des officiers mortels, dans les témoignages murmurés de survivants qui ont vu, à la lisière de la visibilité, des silhouettes en armure sombre intervenir sans bannière, sans cri de ralliement, sans proclamation d'allégeance. Là où d'autres guerriers gravent dans la céramite la mémoire de leurs hauts faits, ceux-ci ne laissent que la courbe anonyme d'un plastron lisse, l'ovale impassible d'un aume dépourvu de tout motif, parfois seulement traversé de fines bandelettes de parchemin serrées comme des cicatrices autour des jointures. L'absence d'un signe n'est pas un manque fortuit, mais la marque d'une opération lente, répétée, presque obsessionnelle. Chaque surface susceptible de porter une image a été polie, chaque contour d'ancienne héraldique arasé, jusqu'à ce que la trame même de la peinture se confonde avec le matériau sous-jacent. À la lumière oblique des auspex de champs de bataille, ces armures renvoient moins un éclat qu'une densité, une zone où le regard se refuse à trouver un point d'ancrage. Cette neutralité apparente n'efface pourtant pas les strates de sens qui s'y superposent. Pour ceux qui savent lire, elle signale des frères qui ont sacrifié jusqu'à la possibilité d'être reconnus, offrant leur identité au même feu intérieur qui consume leur passé. Les récits qui mentionnent ces guerriers les montrent rarement au cœur du tumulte, car leur intervention se situe souvent en amont ou en aval des affrontements les plus visibles. On les entrevoit à travers les fumées d'un bombardement orbital, traversant des ruines encore tièdes, non pour planter un étendard, mais pour examiner, avec une précision presque clinique, les vestiges d'un sanctuaire profané, les restes d'un relais vox subverti, les corps de quelques individus soigneusement isolés du charnier général. Puis, ils disparaissent par les mêmes corridors qu'ils ont purgés de leurs propres traces,
laissant derrière eux une scène où les causes profondes du conflit semblent avoir été méthodiquement retirées. Sur les mondes touchés par leur passage, les chapelains et les commissaires découvrent parfois des anomalies qu'ils ne savent comment intégrer à leur rapport. Des fresques murales, autrefois déviantes, ont été recouvertes non d'iconographie triomphante, mais de couches successives de pigments sombres, comme si la seule réponse adéquate à l'erreur était l'oblitération silencieuse plutôt que la substitution. Des archives locales sont retrouvées intactes dans leur structure, mais vidées de tout contenu doctrinal problématique, les lacunes comblées par des litanies génériques de loyauté. Les reliques suspectes ont disparu, remplacées par des autels d'une simplicité austère, où seule brûle une flamme surveillée. Cette pratique de l'effacement ne se limite pas aux objets extérieurs. Les rares psykers ayant approché ces anges sans un signe décrivent une présence singulière dans le flux de l'immatérium. Là où d'autres Astartes brillent comme des foyers de volonté ardente, ces guerriers se présentent comme des ombres compactes, des zones de faible émission, difficiles à distinguer du bruit de fond psychique qui imprègne tout théâtre de guerre. Leur ascèse identitaire semble avoir produit, au fil des générations, un effet mesurable sur leur signature warp, comme si l'effacement des noms, des couleurs et des emblèmes avait contribué à amortir les résonances de leur ego transhumain, les rendant moins perceptibles, moins saisissables pour les entités qui se nourrissent de la gloire, de la colère ou de l'orgueil. Les théoriciens les plus audacieux, au sein de l'Ordo Xénos ou de l'Ordo Hereticus, ont avancé l'idée que ces anges sans un signe constituent une réponse adaptative à une forme particulière de menace mémorielle. Là où certains ennemis contaminent l'impérium par la séduction de doctrines nouvelles, ces guerriers combattraient par la soustraction pure, en retirant non seulement les agents de corruption, mais aussi les structures de récit qui permettraient à ces derniers de laisser une empreinte durable. Ils deviennent ainsi des agents de discontinuité, créant des cassures dans la continuité narrative des peuples et des institutions, au prix d'une cassure équivalente dans leur propre ligne identitaire. Cette fonction a un prix perceptible dans les rares espaces privés qu'ils occupent encore à bord de certaines nefs. Les cellules qui leur sont attribuées sont presque vides de décor. Les autels personnels réduits à un seul symbole scripturaire, souvent regravé, parfois partiellement effacé par des doigts gantés de céramite. Les manuscrits qu'ils transportent ne sont pas des chroniques de campagne, mais des catalogues de fautes possibles, de déviations doctrinales envisagées à titre préventif, d'hypothèses sur des schismes que leur mission consistera peut-être à étouffer avant même qu'ils ne se formulent clairement. Leur méditation se tourne moins vers la contemplation des hauts faits passés que vers la cartographie anticipée de futures fractures à refermer. Dans l'esprit de certains archivistes de la Première Légion et de ses descendants, ces anges anonymes incarnent le point extrême d'une trajectoire commencée avec l'aile obsidienne. Ce qui n'était d'abord qu'une coloration particulière, un accent mis sur le versant nocturne de la mission du chapitre, s'est transformé, au fil des serments renouvelés et des purges de mémoire, en une suppression méthodique de tout signe distinctif. À cet égard, ils sont à la fois le symptôme et le remède partiel d'un traumatisme fondateur. En se retirant de la lumière héraldique, ils empêchent que la blessure de la trahison originelle ne se reflète trop visiblement dans le miroir de l'impérium. Pourtant, cette anonymisation radicale ne peut se maintenir que grâce à un ensemble de protocoles extrêmement élaborés, à la fois doctrinaux et technologiques. Chaque fois qu'un de ces guerriers agit aux côtés d'alliés, des mécanismes de filtrage mémoriel sont activés, qu'il s'agisse de révisions ultérieures des rapports, d'ordres inquisitoriaux de non-divulgation ou d'ajustements discrets imposés aux cogitateurs et aux banques de données. Derrière l'apparente spontanéité de leur effacement se tiennent des structures plus anciennes, des schémas de contrôle hérités d'un ordre secret dont l'architecture dépasse la seule hoste pénitent. Peu à peu, les chercheurs les plus obstinés en viennent à entrevoir qu'aucune de ces mesures d'invisibilité n'est improvisée. Toutes renvoient à des matrices symboliques récurrentes, à des schémas géométriques que l'on retrouve gravés en version miniaturisée sur les parois intérieures de certains sanctuaires ou dans les couches profondes du code des cogitateurs. Ces configurations forment un langage parallèle,
un ensemble de lois silencieuses qui régissent ce qui peut être dit, enregistré, transmis. C'est dans cette infrastructure de règles cachées, parfois nommées soucapes hexagrammatons, que se nichent les véritables protocoles du silence, garants de la persistance des anges sans un signe et de l'ombre qu'ils projettent, très au-delà de la durée de leurs propres existences. Les protocoles de silence de l'hexagrammaton ne sont jamais exposés sous une forme continue. Ils se laissent entrevoir à travers une superposition de règlements, de marges annotées, de colophons techniques et de prières discrètes ajoutées en fin de rouleau. Aux yeux d'un lecteur inattentif, ils ressemblent à une simple rhétorique de réserve, ce langage convenu qui entoure toute affaire jugée sensible. Pourtant, pour qui observe la répétition des mêmes tournures, la récurrence des mêmes sauts graphiques et l'étrange concordance entre des sources éloignées dans le temps et dans l'espace, se dessine l'ombre d'un système plus profond, une grammaire occulte qui ordonne ce qui doit être tu, ce qui peut être suggéré et ce qui doit être déplacé vers un ailleurs d'archives inaccessibles. L'hexagrammaton, dans ses définitions les plus anciennes, renvoyait à une architecture de commandement interne, articulant des fonctions tactiques et doctrinales au sein de la Première Légion. Avec les siècles et les réécritures, ce terme s'est comme replié sur une fonction plus discrète. Il ne désigne plus seulement une organisation visible, mais un canevas de structures cachées, un ensemble de convergences entre autorités spirituelles, officiers de la mémoire et gardiens de secrets stratégiques. Les protocoles de silence en constituent le versant le plus insaisissable, l'ensemble des opérations par lesquelles un fait est soustrait à la circulation ordinaire sans pour autant être totalement anéanti. Ce n'est pas l'oubli brut, mais une mise en quarantaine ritualisée de la vérité, déposée dans des réceptacles soigneusement choisis, quelques esprits machines, des sanctuaires profonds, des consciences vouées à la pénitence. Les indices matériels de ces protocoles se rencontrent dans le moindre recoin de la bureaucratie légionnaire. Des formulaires de campagne comportent des cases marquées d'un simple signe anguleux, substitut discret d'une mention interdite. Des registres d'armurerie portent, à côté de la colonne des pertes, une marge décorée d'un tracé géométrique toujours identique, marquant les entrées qui doivent être transférées vers des registres parallèles. Dans les banques de données, certaines entrées sont précédées d'une séquence de glyphes binaires que les techniques interprètent comme un avertissement. À partir de ce point, la mémoire ne suit plus les circuits usuels. Elle se dirige vers une trame secondaire dont l'accès n'est accordé qu'à ceux qui ont été initiés, par serment et par rite, au réseau de l'hexagrammaton. Les protocoles de silence ne se contentent pas de censurer. Ils définissent aussi des procédures de remplacement, des récits de substitution destinés à combler les vides trop visibles. Chaque fois qu'un événement impliquant les anges noirs, l'hoste pénitent ou leurs avatars anonymes doit être retiré des chroniques publiques, une contre-histoire est façonnée. Des ennemis secondaires sont promus au rang de menaces principales. Des héros périphériques voient leurs exploits amplifiés. Des incidents locaux sont gonflés jusqu'à masquer la véritable opération qui se déroulait en arrière-plan. Les rouleaux ainsi révisés conservent une cohérence narrative suffisante pour satisfaire les lectures officielles, tandis que la trame réelle glisse sous la surface, brisée en segments, confiés à des supports différents, rarement réunis. Sur le plan liturgique, les protocoles de silence prennent la forme de litanies spécifiques, récitées avant certaines sessions de copie ou de révision. Elles demandent aux scribes de renoncer à toute curiosité personnelle, de considérer que ce qui est omis l'est non par mensonge, mais par nécessité sacrée. De telles prières sont parfois gravées au revers des tablettes de données, invisibles pendant l'usage courant, présentes seulement pour rappeler à ceux qui les manipulent qu'ils sont pris dans un dispositif plus vaste qu'eux. Quelques chapelains, porteurs d'une connaissance partielle de l'hexagrammaton, utilisent ces formules pour circonscrire les souvenirs des frères ayant combattu aux côtés des anges sans un signe, guidant leurs récits vers des versions atténuées, refermant par des bénédictions ciblées
les abîmes de contradiction qui menaceraient autrement leur stabilité mentale. Dans les strates plus profondes des systèmes de mémoire, la marque de ces protocoles devient presque topologique. Des secteurs entiers de cogitateurs sont structurés selon des diagrammes inspirés de l'hexagrammaton, chaque intersection représentant un lieu de tri, chaque branche un chemin possible pour une information jugée dangereuse. Lorsqu'un rapport franchit un certain seuil de mots-clés, de configuration héraldique ou de coïncidence avec des campagnes jadis expurgées, il est automatiquement dérivé vers ses noyaux internes, où il sera recomposé, fragmenté ou associé à d'autres pièces du puzzle secret. À la périphérie, il ne restera qu'un double nettoyé, suffisamment détaillé pour paraître complet, suffisamment appauvri pour que le lien avec le serment inachevé et les anges noirs devienne indiscernable. Ainsi, les protocoles de silence de l'hexagrammaton ne forment pas seulement un rempart autour d'une vérité inconvenant. Ils sculptent, au fil des siècles, la texture même de la mémoire impériale concernant la première légion et ses descendants. Tout ce qui touche de trop près à la fracture originelle est absorbé dans ce réseau de filtres, de détours et de replis, jusqu'à ce qu'il ne subsiste, pour la majorité des serviteurs de l'empereur, qu'une silhouette floue de pénitents anonymes intervenant çà et là. Derrière cette silhouette, pourtant, se maintient un maillage serré d'archives parallèles, de consciences marquées et de reliques actives, prêts à réactiver la chasse à chaque nouvelle résonance de la faute ancienne, dans les vides archivés où se perdent les traces ordinaires de l'histoire. La chasse dans les vides archivés n'est pas une campagne au sens habituel, avec ses dates, ses maîtres nommés et ses bilans soigneusement clos. Elle se déploie comme une ombre glissant entre les lignes, à travers les discontinuités mêmes que les protocoles de silence de l'hexagrammaton ont sculptées dans la mémoire impériale. Son terrain de manœuvre n'est ni un monde, ni un secteur, mais la trame lacunaire des récits, ces enchaînements de faits ou une rupture abrupte, un non omis, une succession d'événements étrangement condensés, signalent qu'une portion de vérité n'a pas été détruite, mais déplacée hors du regard commun. C'est là que se concentrent les anges noirs et les fraternités pénitentes, qui leur sont apparentées. Leur proie n'est plus seulement constituée de renégats en armure ou de cultes diffus dans la population, mais aussi de constructions narratives, de concordances dangereuses, de traditions locales, où la figure de l'ange sombre, de la chasse éternelle ou du serment inachevé se met à résonner trop clairement avec ce qui fut brisé sur Caliban. Toute conjonction de sources, toute convergence entre archives distinctes qui laissent deviner un début de compréhension de la faute ancienne devient un signal pour cette chasse silencieuse. Les premières étapes sont presque toujours archivistiques. Dans les scriptoria du roc, dans les relais administratifs de mondes lointains, des scripteurs remarquent des anomalies, une homélie qui décrit trop précisément une fracture interne de la première légion, un rapport de bataille où la description de guerriers en armure noire ne correspond à aucun schéma héraldique reconnu, un codex planétaire qui remonte la lignée de ses protecteurs jusqu'à un ordre de chevalerie évoquant les veilleurs des forêts de Caliban. Ces fragments sont marqués, extraits, transmis par des canaux détournés vers des cellules analytiques liées à l'hexagrammaton. Là, ils sont superposés à d'anciennes cartes de croisades expurgées, à des listes de campagnes corrigées, à des relevés d'activation d'esprit de Home brisés jusqu'à faire apparaître des nœuds de dissonance mémorielle. Lorsque ces nœuds deviennent trop denses, la chasse change de registre. Des nefs discrètes, aux transpondeurs volontairement appauvris, sont détachées du roc ou de forteresses alliées. Elles se dirigent vers le point de convergence identifié, non comme une flotte de croisades, mais comme un instrument chirurgical chargé de traiter une anomalie localisée. À bord se tiennent des escouades aux épaulières lisses, escortant des clercs aguerris à la révision doctrinale, des technoprêtres capables de reconfigurer des réseaux de données, des archivistes de combat rompus aux liturgies de correction. Leur arrivée n'est presque jamais annoncée comme une intervention majeure. Elle se dissimule sous des justifications mineures, inspections de routine, appui ponctuel à des forces déjà engagées. Sur le terrain, la priorité est d'identifier les vecteurs humains de la dissonance.
officiers de la garde planétaire, notaires, prêcheurs locaux, maîtres de loges marchandes, tous ceux qui ont accumulé autour d'eux un faisceau de récits divergents sont isolés. Il ne s'agit pas, dans la plupart des cas, de les exterminer, mais de fracturer, puis de recanaliser leur mémoire. Des interrogatoires liturgiques, appuyés sur une connaissance fine des mythes régionaux et des peurs collectives, visent à séparer ce qu'ils ont vu de ce qu'ils croient avoir compris. Ce qui ne peut être redressé est scellé dans le secret, transféré vers des cloîtres pénitentiels ou offert à des ordres qui se chargeront de le réduire au silence définitif. En parallèle, une opération d'égale ampleur frappe les supports matériels. Registres, réseaux Vox, pavés de données et sanctuaires sont examinés comme autant de matrices mémorielles à réécrire. Des passages sont inversés, des causes apparentes substituées à des causes réelles, des noms effacés pour être remplacés par des catégories génériques. Lorsque des anges sans un signe ont combattu, leur présence est dissoute dans des mentions floues de forces alliées, tandis que l'on érige en figure centrale des acteurs plus acceptables, parfois créés de toutes pièces à partir de fragments d'unités disparues. La campagne demeure, mais son axe secret se déplace, jusqu'à ce que tout lien avec la traque des fils perdus ou avec l'ancienne fracture devienne méconnaissable. Les psychers et archivistes qui survivent au passage de cette chasse décrivent parfois, dans leurs notes les plus privées, une sensation de seuil franchi. Ils ont le sentiment d'avoir assisté à un événement plus vaste que ce que leurs archives valident à présent, comme si une couche entière de réalité avait été retirée, laissant derrière elle une surface intacte, mais creuse. Certains ressentent une attirance presque maladive pour ces manques, reviennent sans cesse à des dossiers révisés, cherchent des traces de noms qu'ils savent avoir lus et qu'ils ne retrouvent plus. La liturgie répond en renforçant les rites de contrition, en désignant ces obsessions comme des tentations du doute, alors qu'elles ne sont peut-être que la mémoire rémanente de ce que les anges noirs ont retiré des regards. Pour ces derniers, la chasse dans les vides archivés est à la fois accomplissement de leur vocation et approfondissement de leur effacement. Chaque fois qu'ils parviennent à empêcher qu'un monde, un ordre, une caste administrative ne formule clairement la question de Caliban et de ses ombres, ils retiennent une nouvelle fissure de se propager dans l'édifice déjà instable de l'Imperium. Mais chaque victoire entraîne une nouvelle couche de silence sur leur propre existence, un ajustement supplémentaire des protocoles de l'hexagrammaton, destinés à masquer leur intervention. Peu à peu, ils deviennent presque indiscernables des vides qu'ils entretiennent, poursuivant une chasse où la proie principale semble être toute tentative de dire pleinement ce qu'ils furent, et ce qu'ils traquent encore dans les décombres du passé. Au-delà de ces opérations, dans les zones les plus obscures des champs de bataille et des archives, demeurent pourtant quelques scellés de témoins, traces infimes d'yeux qui ont vu, fragiles vestiges que ni la pierre ni le code n'ont entièrement pu faire taire. Les scellés de témoins récupérés sur les décombres de Tramas figurent parmi les rares vestiges où la présence des anges noirs affleure sans être entièrement dissoute dans les protocoles de silence. Ils n'offrent pas de récit continu, mais une poussière d'indices pétrifiés dans la cire, le métal et l'os, survivant d'une croisade dont la mémoire officielle a été rabotée jusqu'à ne plus montrer que des gestes héroïques dûment homologués. Chaque scellé, fixé jadis sur une coque fracturée, un pan de blindage, un autel improvisé ou le front poli d'un cerveau-crâne, devait certifier la conformité doctrinale de ce qu'il marquait. Pourtant, sous les couches superposées de cire refondue et de parchemins rapportés, certains conservent encore des silhouettes d'ailes brisées, de halos barrés, de motifs hexagonaux qui trahissent une intervention plus obscure. Les registres de récupération décrivent ces objets avec une précision presque mécanique. Sur les épaves abandonnées à la lisière de la zone de Tramas, parmi les carcasses de frères et les coques béantes de croiseurs légionnaires, les équipes de collecte ont mis au jour des plaques votives fendues, des médaillons de serment noircis, des fragments de reliquaires portables. La plupart portent le poinçon d'ordre reconnu, mais certains présentent des anomalies, ailes tronquées, sceaux posés les uns sur les autres, pigments sombres infiltrés sous des symboles plus récents.
En grattant très légèrement la surface, les récupérateurs ont dégagé, sous la couche officielle, des signes de pénitence propres à la Première Légion, comme si un premier témoignage avait été enfoui sous un second, plus acceptable. Quelques scellés étaient scellés sur des boîtiers Vox carbonisés, des cogitateurs brisés, des capsules d'évacuation jamais ouvertes. À l'intérieur, des cristaux mémoriels à demi fondus ont livré, après un patient décryptage, des suites d'images disjointes. Corridors éclairés par des cierges, processions d'armures noires avançant sans cri de ralliement, hôtels dressés sur des caisses de munitions où l'on brûle des rouleaux de serments sitôt lus. Nulle parole ne commande ces scènes. La plupart de ces données ont été classées comme ambiguës, annexées à des dépôts dont l'accès se réduit à quelques clés liturgiques. Pourtant, un petit nombre de scellés a résisté à la neutralisation complète. Sur certains fragments de coque encore marqués par les impacts de Tramas, on lit, entre des formules d'absolution et de loyauté, des allusions à des frères perdus mais non déclarés renégats, à des veilleurs œuvrant dans l'ombre des ordres officiels, à une chasse intérieure se poursuivant par-delà les campagnes reconnues. Replacées dans la trame plus vaste de la Première Légion, ces expressions cessent de paraître métaphoriques et se rattachent au long travail de pénitence amorcé sur les ruines de Caliban. Les scellés de témoins occupent ainsi un seuil singulier, ni simples reliques abandonnées au culte, ni rapports pleinement intégrés aux banques de données, ils lient de façon indissoluble la matière, le texte et le geste. Toute tentative de les purifier par surimpression liturgique se heurte à la résistance physique de la cire durcie, des gravures profondes, des pigments indélébiles mêlés à la poussière du champ de bataille. Gratter davantage pour effacer une aile sombre ou un trait de pénitence, c'est risquer de détruire aussi le sceau supérieur qui rend l'objet tolérable. Certains inquisiteurs ont donc préconisé de les maintenir dans un état de neutralisation inachevé, comme si la persistance contrôlée de ces traces constituait le moindre mal entre oubli total et aveu explicite. Autour des décombres de Tramas, cette hésitation se traduit par un va-et-vient incessant. Officiellement, la zone a été explorée, sanctifiée, close. Officieusement, des missions reviennent périodiquement prélever de nouveaux fragments, comme si l'on doutait que le récit de cette croisade puisse jamais être considéré comme stabilisé. À chaque rotation, quelques scellés de témoins supplémentaires remontent dans les inventaires, porteurs de traces minimes de présence qui n'auraient jamais dû être gravées dans la pierre ou le métal. Et, chaque fois, la même interrogation muette se pose à ceux qui les examinent en secret. Si ces témoins silencieux ont échappé aux purges des archives et à l'oubli voulu par l'hexagrammaton, que demeure-t-il encore, disséminé dans les champs de débris et les mémoires dormantes, des pas contenus des anges noirs sous les étoiles refroidies de Tramas? Le catéchisme des 100 pardons sans sceau n'apparaît dans aucun missel officiel, mais il circule comme une rumeur scripturaire entre les strates les plus secrètes. Né de fragments de litanies pénitentielles, d'anciens serments calibanites et de décrets de silence prononcés par l'hexagrammaton, il se présente comme une voie souterraine. Il n'enseigne pas la victoire, ni même la simple obéissance, mais la gestion d'une dette indéfinie, accrue à chaque campagne, jamais entièrement formulée. Les copies que l'on en possède ne sont pas des livres, mais des palimpsestes, des inscriptions marginales griffonnées sur le revers de rouleaux de campagne ou sous la peinture rituelle des sanctuaires. Parfois, une seule phrase y survit, cernée par des couches plus récentes d'absolution, comme si l'on avait tenté de l'enfouir sans parvenir à la réduire entièrement au silence. Chaque verset commence par une négation, non pour rejeter la lumière impériale, mais pour refuser les consolations trop faciles offertes par les récits officiels. Le catéchisme rappelle aux sans-pardon que leur loyauté ne se mesure pas en honneur, ni même en victoire visible, mais en zone de ténèbres préservée de toute contagion hérétique. Il exige qu'ils renoncent non seulement à la reconnaissance, mais aussi à toute clarté intérieure, acceptant de porter une faute dont les contours exacts se dérobent à leur propre compréhension. Ainsi, la pénitence ne réside pas dans le souvenir précis d'une trahison, mais dans la certitude diffuse que quelque chose, au cœur de la Première Légion, demeure irrémédiablement fêlé.
Le catéchisme des Sans-Sceaux insiste sur l'effacement volontaire des marques extérieures. Toute héraldique devient suspecte. Tout nom propre, une potentialité de fracture entre l'individu et la dette commune. Les frères y apprennent que plus leurs armures se rapprochent d'un noir uniforme, plus ils se rendent aptes à porter en eux la part la plus dense du secret. Cette discipline extérieure n'est que la surface d'un travail plus profond sur la parole elle-même. Le catéchisme prescrit des formules tronquées, des prières incomplètes qui s'arrêtent avant la louange, laissant un espace de silence ritualisé où chaque frère doit déposer mentalement ce qu'il ne peut dire. Les litanies de contrition y sont construites en spirale, revenant sans cesse sur les mêmes termes, mais en les vidant progressivement de tout contenu concret, jusqu'à ne laisser qu'une trame de repentir pur. Ce mouvement, répété au fil des siècles, agit comme une érosion sur la psyché des sans-pardons, limant les aspérités individuelles pour les fondre dans une conscience collective tournée vers la faute partagée. Dans certaines versions plus anciennes conservées au plus profond du roc, le catéchisme évoque même la possibilité que nul ne soit, en vérité, totalement innocent parmi les descendants de Caliban. Cette intuition n'est jamais formulée comme une accusation explicite, mais comme un climat, une atmosphère de suspicion intérieure qui interdit toute complaisance envers soi-même. Les Sans-Sceaux y apprennent à se considérer comme des gardiens non pas de la pureté, mais d'un déséquilibre contrôlé, d'une blessure volontairement maintenue, ouverte, afin que l'oubli ne puisse jamais se refermer complètement. Plusieurs articles du catéchisme portent sur l'usage de la mémoire comme arme et comme bouclier. Les frères doivent se souvenir avec une exactitude implacable des défaillances observées chez autrui, non pour les condamner publiquement, mais pour prévenir toute reproduction de ces errements dans leur propre lignage. En revanche, la mémoire de leurs propres interventions doit être constamment soumise au protocole de silence, affinée jusqu'à ne laisser subsister que la sensation d'un devoir accompli sous le sceau de l'anonymat. Ainsi, se forme une génération de pénitents pour qui l'histoire devient asymétrique, détaillée lorsqu'elle concerne les fautes d'hier, volontairement floues dès qu'elle touche aux actes qu'ils accomplissent dans le présent. Lorsque ces litanies murmurées accompagnent les nefs vers des zones oubliées, elles laissent dans le vide une empreinte aussi fine qu'une épitaphe. Les pierres tombales en champ d'étoiles vides ne sont pas de véritables pierres, mais des formes immobiles disséminées dans le noir interstellaire, vestiges de vaisseaux éteints, de balises détournées, de coques volontairement abandonnées. Elles marquent des lieux où nul chant triomphal n'a été permis, seulement la fixation discrète d'une perte que l'on ne veut ni nier ni reconnaître. À distance, elles ne se distinguent guère des déchets ordinaires de la guerre éternelle. Silhouettes sans transpondeur, masse froide dérivant entre des champs de débris. Pourtant, vues de près, par ceux qui portent la double science de la liturgie et du relevé stellaire, elles révèlent des signes ténus, fragments d'ailes gravés en creux, litanies incomplètes cerclant des sas soudés, traces d'encens figés sur des autels improvisés. Rien qui prononce un nom, tout ce qu'il faut pour dire qu'ici une fraternité a été retirée du récit, mais non du fardeau. Certaines de ces tombes sont les coques vidées de croiseurs de la première Légion, dénudées de tout insigne avant d'être fixées sur des orbites stables, proues tournées vers aucun soleil. D'autres sont de simples barges auxiliaires, jadis chapelles flottantes de compagnies pénitentes, désormais vidées de leurs occupants et condamnées à une lente dérive. Dans leurs entrailles demeurent des niches scellées contenant des aumes fracturés, des récipients emplis d'une poussière indéterminée où se mêlent particules d'os, résidus de sang dégradé et traces de roches calibanites. Les cogitateurs, ralentis jusqu'à l'extrême, murmurent encore des prières binaires tournant autour de variables effacées, comme si la machine elle-même persistait à honorer une dette dont elle ne conserve plus que la forme. À intervalles étendus, un souffle d'énergie est émis, si faible qu'il se confond avec le bruit de fond cosmique, mais suffisant pour maintenir en veille l'idée obstinée de ce qui dort là.
Aux yeux de la cartographie ordinaire, ces lieux ne sont que des zones à éviter, des concentrations de débris impropres à la navigation. Dans d'autres atlas, jamais montrés aux équipages, ils dessinent une géométrie plus précise. Chaque point fixe correspond à la conclusion d'une chasse, à la dissolution d'une unité dont le nom a été effacé, à la mise à l'écart de matrices génétiques jugées trop compromises pour rejoindre les cryptes consacrées. Ces tombeaux stellaires ne contiennent pas une lignée de remplacement, mais l'ombre d'une telle lignée, un ensemble de potentialités volontairement retirées du flux de la reproduction transhumaine. Autour des capsules où reposent ces semences neutralisées, des anneaux de texte sont gravés, décrivant non des individus, mais des fonctions. Porteurs de dettes, veilleurs des brisures, témoins d'une faute que nul ne doit plus formuler. Les frères envoyés périodiquement pour inspecter ces champs muets rapportent une impression singulière. Ils décrivent des approches lentes à travers un espace saturé d'absence, comme si chaque coque figée tenait lieu de stèle sans inscription. L'uniformité du noir, l'effacement des sigles, la réduction des rites à quelques gestes minimaux produisent une densité presque physique, un poids de mémoire compacté dans la matière. Certains affirment percevoir, en se tenant dans les nefs silencieuses, une résonance ténue avec leurs propres organes augmentés, comme si la généalogie transhumaine reconnaissait là une branche refusée d'elle-même. Car ces pierres tombales, en champ d'étoiles vides, ne veillent pas seulement sur des morts. Elles gardent la trace d'un chemin génétique écarté, d'une possible descendance des fils de Caliban, que l'hexagrammaton a choisi de confiner dans le vide, plutôt que de la voir se déployer à nouveau dans la chair. Dans le silence où elle dérive, la configuration de ces tombeaux compose déjà, à l'échelle des étoiles, le dessin obscur d'une hérédité détournée, ombre généalogique, projetée bien au-delà de la durée des vies individuelles. L'ombre génélique de la première légion ne se lit pas seulement dans les matrices de chair, mais dans l'enchevêtrement de textes, de reliquaires et de craintes qui entourent chaque goutte de semence martiale issue de ce lignage. Dans les viviers scellés, où l'Adeptus mechanicus conserve les glandes progénoïdes des fils de Caliban, les relevés demeurent, en apparence, d'une rigoureuse orthodoxie. Taux de stabilité acceptable, mutation connue, absence de dérives flagrantes. Pourtant, certains magis, en comparant patiemment les profils sur de longues durées, ont discerné une dérive subtile, non tant dans la structure brute de la génétique que dans les résonances métaboliques qu'elle induit, comme si l'entier de cette lignée portait la mémoire d'un serment fracturé. Les rapports les plus anciens décrivent un patrimoine exceptionnellement apte à l'adaptation, forgé pour survivre aux forêts monstrueuses et au ciel chargé de Caliban. Cette plasticité, source de fierté, apparaît rétrospectivement comme le sol sur lequel a pu s'enraciner l'ombre actuelle. Car, au fil des ères, l'on observe que certains rameaux issus de la même souche réagissent différemment aux mêmes stimulations. Là où des compagnies demeurent pleinement intégrées à la symbolique lumineuse du chapitre, d'autres développent une affinité accrue pour l'effacement, le repli, la pénitence obsessionnelle. Sur le plan strictement biologique, ces différences se traduisent donc par des ajustements minimes des profils hormonaux, des réponses neuromusculaires légèrement biaisées vers la patience, la retenue, la capacité à supporter de longues périodes de tension sans décharge visible. Pour les maîtres de l'apothécarion, cette dualité constitue un sujet d'étude aussi nécessaire que périlleux. Ils consignent, dans des codex dont les clés ne sont partagées qu'entre quelques initiés, des tableaux de corrélation ou des traits de comportement, des inclinations liturgiques, des choix tactiques récurrents se superposent à des matrices héréditaires. Certains clusters se dessinent, associés à des compagnies dont l'héraldique s'est progressivement assombrie, dont les frères sont plus souvent désignés pour des missions de chasse intérieure, de correction doctrinale, de guerre sans témoin. Peu à peu, se forme l'intuition que l'hoste pénitent et les anges noirs ne représentent pas seulement une posture choisie, mais l'expression privilégiée d'une potentialité enfouie dans le patrimoine de la Légion depuis ses origines. L'ombre génélique ne se manifeste pas comme une corruption brutale, mais comme une polarisation. Les mêmes gènes qui permettent l'endurance, la lucidité froide,
la capacité à porter des secrets sans effondrement psychique, deviennent le terreau d'une inclination à la dissimulation, à la culpabilité intériorisée, à l'acceptation d'une pénitence sans terme. Les rituels du rock, en cherchant à canaliser cette tendance, ont peut-être renforcé la boucle. Chaque serment de chasse, chaque rappel du monde brisé, chaque invocation du fardeau sans fin grave un peu plus ses dispositions dans la chair et l'esprit, jusqu'à ce que certains frères ne puissent plus envisager d'autres vocations que celle de devenir les vecteurs vivants du secret. Dans les laboratoires sanctifiés, où l'on évalue la pureté des glandes prélevées sur les morts, les technoprêtres notent parfois des fluctuations dans les réponses psyréactives. Face à certains stimuli symboliques, évoquant la trahison, la fracture de la loyauté, le nom même de Caliban, les échantillons issus de lignées pénitentes produisent des signatures plus denses, comme si la mémoire cellulaire réagissait à des concepts qu'elle ne devrait pas pouvoir appréhender. Officiellement, ces anomalies sont attribuées à des artefacts de mesure, à des interférences des chants de prière environnants. Officieusement, l'idée s'insinue qu'une part de l'ombre ne réside plus seulement dans des événements passés, mais s'est infiltrée jusqu'au niveau des potentialités futures de la Légion. Pour conjurer ce risque, des programmes de réaffectation héréditaire ont été mis en œuvre, redistribuant certaines lignées vers des fonctions plus visibles, diluant leurs traits dans la masse des descendants. Mais ces tentatives rencontrent des résistances inattendues. À l'échelle des siècles, l'on constate que, même dispersés, certains marqueurs finissent par se regrouper, attirés par des pôles de mission et de doctrines compatibles. Des frères issus de souches différentes, mais porteurs d'indices convergents, gravitent vers les mêmes tâches de surveillance, de correction, d'éradication discrète. Sans l'avouer pleinement, les grands maîtres de la génétique et de la mémoire reconnaissent que l'ombre agit comme un champ, un vecteur invisible qui rassemble ce qu'on tentait de disperser. Ainsi se dessine, au-delà des noms et des compagnies, une carte plus profonde de la Première Légion, faite de strates héréditaires, de prédispositions partagées, de cicatrices inscrites dans le code même de la transhumanité issue de Caliban. Dans cette perspective, les anges noirs ne seraient pas une excroissance anormale, mais la forme extrême d'un motif présent partout, plus ou moins visible, plus ou moins assumé. Une lignée de pénitence latente, prête à se condenser dès que les circonstances, les serments et les blessures mémorielles s'alignent. Au bout de ce constat se pose une question que nul document n'ose écrire, mais qui traverse les regards de ceux qui compulsent ces données entrecroisées. Si l'ombre est ainsi tissée à la trame même de la Première Légion, la chasse qu'elle mène contre ses propres éclats égarés peut-elle jamais s'achever autrement que par un retour sur elle-même? Dans les marges de certains relevés, une note manuscrite évoque une voix isolée, un chapelain anonyme ayant tenté de formuler cette inquiétude sous forme de dernier avertissement. Sa transmission, presque aussitôt classée, demeure comme le fil le plus ténu, reliant la science froide de l'ombre génélique à la conscience vacillante de ceux qui la portent. La dernière transmission du chapelain sans nom n'existe plus que sous la forme d'un enregistrement lacunaire, encapsulé dans une matrice de données tant de fois recopiée, exorcisée, puis réenfermée que nul ne saurait dire à quel moment précis du langage impérial elle fut émise. Les registres qui l'entourent sont eux-mêmes flottants, saturés de corrections en marge, de sauts superposés, d'estimations contradictoires quant au théâtre d'opération et aux forces impliquées. Ce qui demeure certain est qu'elle fut un jour interceptée par des augures de la Première Légion, au bord d'un système sans nom, parmi des signaux de détresse réduits à des murmures presque indiscernables du souffle de fond de la galaxie. Dans les cryptes du roc, cette transmission repose à l'intérieur d'un reliquaire de fer noir, entouré de couches successives de bénédictions, de décrets de silence, de mises en quarantaine doctrinales. L'hexagrammaton l'a classé non comme un simple vox-journal, mais comme un objet de culte inversé, un miroir dangereux où la langue de la pénitence touche à quelque chose qu'aucun catéchisme ne parvient à recadrer entièrement. Les accès en sont strictement limités. Chaque consultation entraîne l'inscription d'un nouvel avertissement, d'un nouveau commentaire tentant de réduire l'impact de ce qui y vibre encore.
Les premières écoutes révélèrent que le contenu ne se présente pas comme un rapport structuré. Aucun relevé d'effectifs, aucune nomenclature de théâtre, aucune désignation claire de l'ennemi. À la place, se déploie un flux de paroles rythmées, proche de la psalmodie, entrecoupé de silences prolongés où les capteurs ne saisissent que le craquement des systèmes de survie, le grincement lointain de métal distendu, la rumeur sourde d'un moteur à peine maintenu au seuil de l'extinction. L'ensemble ressemble moins à un message adressé qu'à une confession projetée dans le vide, comme si le chapelain avait choisi pour unique témoin la nuit elle-même. Les tentatives de transcription produisant des colonnes de texte hésitants entre le registre liturgique et l'analyse froide. Certaines phrases évoquent la chasse ininterrompue, la traque des frères dispersés, mais dans une tonalité qui se détourne des formulations habituelles du catéchisme des 100 pardons. L'orateur semble reconnaître que la faute poursuivie n'est plus localisable dans des individus distincts, qu'elle s'est diffusée dans l'ensemble de la lignée, jusqu'à mêler l'innocent et le coupable dans une même trame de destin. Nulle révolte ne perce cependant, seulement la constatation calme d'un déséquilibre impossible à refermer, sans renier la structure même de la mission confiée. Les données annexes de la transmission, soigneusement isolées par les technoprêtres, suggèrent que le chapelain parlait depuis l'intérieur d'une nef endommagée, dérivant au bord d'une zone ravagée par d'anciens combats. Les relevés acoustiques laissent deviner de vastes espaces creux, vidés de leur garnison, ponctués de rares impacts lointains. Le registre atmosphérique indique une pression instable, des fuites lentes, comme si la coque elle-même se consumait en même temps que la voix qui s'y élevait. Aucune autre signature biologique stable n'a été identifiée à proximité, renforçant l'idée d'un officier spirituel demeuré seul, entouré des vestiges d'une compagnie dont les noms ont été retranchés avant même la fin effective de la campagne. Plus troublant encore est ce que laissent percevoir les fluctuations des champs psychiques accompagnant la parole. À mesure que le flux progresse, l'intensité émotionnelle ne suit pas la courbe attendue d'une confession culminant dans la supplication ou la demande d'absolution. Elle se stabilise plutôt dans une forme de lucidité presque froide, comme si le chapelain, au terme de missions innombrables de correction et d'effacement, avait atteint un point où la pénitence cesse d'attendre une résolution. Il décrit, par allusion, des générations de frères fondus dans l'ombre, des lignées entières devenues outils de silence, des tombes stellaires alignées au loin, comme les balises muettes d'une généalogie refusée. L'élément le plus controversé du message réside dans une série de formulations où le chapelain semble évoquer la possibilité d'une inversion de la chasse. Non plus la poursuite éternelle des égarés extérieurs, mais un retour méthodique de la traque vers son point d'origine, au cœur même de la première légion et de ses héritiers. Il laisse entendre que tant que la faute sera projetée hors de soi, sous la forme de frères renégats à ramener ou à détruire, elle continuera de régner en maître secret sur les consciences qui se croient les plus pures. Une telle intuition, même enrobée de prudence, frôle les limites du tolérable pour ceux qui ont fait de la pénitence un rempart contre l'aveu d'une contamination partagée. Les commentaires ajoutés ultérieurement sur les marges de la transcription tentent de neutraliser cette dérive. Certains y voient les effets d'une longue exposition au vide, d'une fatigue spirituelle extrême ayant altéré le jugement du chapelain. D'autres soulignent la nécessité de replacer cette voie dans le cadre plus large du catéchisme des 100 sceaux, en insistant sur la continuité de sa loyauté et sur son refus explicite de toute révolte. Malgré ses efforts de recadrage, toutefois, une trace subsiste, perceptible pour ceux qui relisent le texte, sans chercher à le plier entièrement aux formules stabilisées. Le sort final du chapelain demeure inconnu. Aucun signal de balise de secours ne suit la transmission. Aucune mention de récupération de son corps ou de sa nef n'apparaît dans les rouleaux de campagne subsistants. Certains avancent qu'il finit par rejoindre une des pierres tombales en champ d'étoiles vides, que son vaisseau fut scellé et ajouté à la constellation des mémoriaux sans nom. D'autres pensent que la transmission elle-même fut sa seule sépulture, son esprit dissous dans les courants du warp, en même temps que son message était capté, archivé, puis aussitôt placé sous le joug des protocoles de silence. Quoi qu'il en soit,
la dernière transmission du chapelain sans nom demeure comme un point d'inflexion enfoui, un lieu où la longue histoire de la pénitence des fils de Caliban a entrevu, l'espace d'un souffle, la possibilité de se retourner sur elle-même. Que cette vision ait été étouffée ou simplement différée, nul document ne le dit. Elle survit seulement à l'état de rumeur enfouie dans le code des cogitateurs, d'écho dans les aumes réaffectés, de nuances dans certaines litanies récitées à voix basse. Là, dans cette persistance discrète, se devine la promesse que d'autres fragments, encore dispersés dans l'obscurité impériale, viendront peut-être un jour s'assembler pour achever ou pour dissoudre à jamais le récit inachevé des anges noirs.